Il existe des mondes que l'on ne voit pas seulement, mais que l'on ressent, des mondes où l'on s'évade entièrement. Et dès que l'on franchit les portes d'un de ces univers, la réalité s'efface, laissant place à des citadelles flottantes dans les airs, des forêts profondes ainsi que silencieuses et des lacs cristallins, reflétant la beauté de ce monde. Chaque paysage est une invitation à l'évasion, à la liberté, et tout semble parfait, presque trop beau pour être vrai. Alors on avance, fasciné par cette sensation que tout est à portée de main, comme dans un rêve dont on ne veut pas se réveiller. Mais peu à peu, quelque chose change, une tension invisible s'installe. Ce monde n'est pas seulement un oasis de beauté, il y a une ombre qui plane, un danger qui guette sans que l'on puisse vraiment l'expliquer. On se retrouve alors pris entre deux réalités, celle d'un univers magnifique et celle d'un piège subtil dissimulé sous la surface. L'évasion devient alors une quête, et la quête devient une lutte. Et c'est alors au moment où l'on s'y attendait le moins que l'on comprend qu'il ne s'agit plus seulement d'un simple jeu. Comme vous l'aurez compris, bienvenue dans Sword Art Online. Sword Art Online, c'est l'histoire de Kirito, un jeune joueur passionné qui avait déjà exploré les premiers niveaux du jeu révolutionnaire Sword Art Online. Lors du lancement officiel, il se connecte à nouveau, prêt à plonger dans cet univers en réalité virtuelle qui promet d'être plus immersif que tout ce qu'il a connu. Dès les premiers instants, tout semble parfait. Les graphismes ainsi que la map sont époustouflants, l'ambiance vibrante, il se lie même d'amitié avec un joueur nommé Klein. Mais c'était trop beau pour être vrai! C'était trop beau pour être vrai. Tu viens, tu te téléportes dans le jeu, tu te promènes, tu démontes, tu te fais des amis, regarde le soleil se coucher, ensuite tu te déconnectes. Non, c'est pas comme ça. En fait, fallait cette chose qui nous donne envie de continuer cet animé. Alors, rapidement, l'atmosphère bascule. Tous les joueurs sont brutalement téléportés vers la place centrale du jeu. Et c'est là que l'annonce tombe. Ils sont tous piégés dans Sword Art Online. Il n'existe aucun moyen de se déconnecter. Et on apprend que tous ceux à qui leurs proches ont tenté d'enlever leur casque sont morts électrocutés. Et c'est pas tout. Le créateur du jeu leur révèle une réalité implacable. Mourir ici signifie mourir aussi dans le monde réel. Il ajoute en disant que le seul moyen de sortir du jeu pour notre héros ainsi que tous les joueurs est d'atteindre le dernier niveau de l'Encrad et de battre le boss qui s'y trouve. Bon, comme nombreux d'entre vous le savent déjà, c'est pas ce qui va réellement se passer, mais ça, on verra plus tard. En tout cas, face à cette réalité implacable, Kirito et les autres joueurs n'ont qu'une seule option, avancer étage par étage, se battre pour survivre et espérer atteindre le sommet de la tour d'Encrad. Mais bien évidemment, cette aventure ne sera vraiment pas sans sacrifice. Des alliances vont se former, des réalités vont éclater, et certains joueurs iront jusqu'au bout tandis que d'autres n'en reviendront réellement jamais. Et là, ce qu'on se dit c'est... J'avoue, l'histoire est incroyable. Mais qui a pu penser une telle masterclass? Au passage, merci pour les travaux Riki Kawahara. Son nom il est un peu dur à dire. Mais à ce moment-là, on était surtout loin. Très loin d'imaginer que Sword Art Online serait l'un, si ce n'est le meilleur animé isekai de sa génération. Et tout ça grâce à son arc incroyable qu'est SAO, mais aussi grâce à son arc Elfen Online, Gungan Online, et surtout le meilleur pour moi, l'arc Alicization. Oh là là. Les gars, je vais vraiment vous demander de rester sur cette vidéo, au moins jusqu'à ça par pitié. Dans ce qui va suivre à partir de maintenant, on va retracer toute l'histoire de cet animé en y replongeant pleinement. Et on va aussi l'analyser afin de mettre en lumière des choses que vous n'aurez sûrement jamais remarquées. Et pour ça, on va commencer par parler du protagoniste et de l'histoire. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi il fallait absolument terminer Sword Art Online. 俺はベータテスト中に他の誰も到達できなかった層まで登った。ボスの刀スキルを知ってたのはずっと上の層で刀を使うモンスターと散々戦ったからだ。問題にならないくらいな。なんやそれ。そんなんベータテストどころやないやんか。もうチートやチーターやろそんなん。ベータのチーターだからベータだ。いい呼び名だな、それ。そうだ。俺はビーターだ。 Kirito, de son vrai nom Kazuto Kirigaya, est un adolescent au passé complexe. Depuis toujours, il a préféré se tenir à l'écart, se réfugiant dans la technologie et les jeux vidéo qui étaient pour lui un monde dans lequel il pouvait se sentir lui-même. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, sa solitude ne vient pas du rejet des autres, mais d'un sentiment profond de décalage. Depuis qu'il a découvert durant son enfance qu'il était en fait adopté par sa tante. Ce fardeau, ce poids qu'il a gardé pour lui depuis enfant, l'a amené à se replier davantage sur lui-même, trouvant dans le monde virtuel une échappatoire où il pouvait être quelqu'un d'autre. Alors lorsqu'il a rejoint Sword Art Online en tant que bêta-testeur,
Alors, il ne s'attendait pas à ce que ce jeu devienne un piège mortel, mais simplement un jeu virtuel dans lequel il se sentira en totale phase avec lui-même. Cependant, lorsque la terrible nouvelle a été annoncée, son instinct de survie et sa maîtrise du jeu l'ont poussé à prendre les devants, à se perfectionner rapidement pour maximiser ses chances de survie. Et malgré la rencontre qu'il a pu faire avec Lane dès le début, il a décidé de ne pas s'en attacher. Et pourquoi ? Parce que dans un monde où perdre un ami signifie perdre une vie réelle, pour lui, se lier d'amitié avec autrui pourrait le faire énormément souffrir. Et c'est pour ça que tout au long des premiers épisodes, on a cette sensation que Kirito il a du mal à se coller aux autres. Au début, j'avais pas trop bien compris pourquoi, mais plus tard j'ai fait le lien avec les informations qu'on a pu avoir. Mais malgré sa volonté de rester solitaire, Kirito n'est rien d'autre qu'un humain. Un humain qui, comme tous les autres, a besoin de sociabiliser, d'échanger et de passer des moments avec autrui. Il a donc fini par se lier à une petite guilde regroupant des joueurs ordinaires qui, comme lui, tentaient de survivre. Et c'est ainsi qu'il a découvert une chaleur humaine qu'il pensait avoir perdue dans ce jeu. Il a ri avec eux, s'est battu avec eux, vécu avec eux, et ce pendant 2 mois. Mais cette camaraderie avait un prix qu'il va d'ailleurs payer très cher. Un jour, alors qu'ils étaient sur le point de s'offrir leur première maison, ils ont décidé d'entrer dans ce donjon. Et c'est là qu'il les a tous vus tomber un à un, emportés par un piège du jeu. Impuissant, Kirito a assisté à leur disparition. Un drame qui l'a poussé à croire qu'il devait affronter ce monde seul pour ne plus causer de souffrance. Parce que oui, je vais pas vous expliquer dans les détails, mais Kirito il s'est senti un peu fautif dans cette histoire. Pour lui, si ses compagnons étaient morts, c'était uniquement de sa faute. Et donc comme je l'ai dit plus tôt, Kirito pendant un très long moment, il est resté totalement seul. Et ce, jusqu'à ce qu'il croise de nouveau le chemin de cette fille. Cette fille avec qui il avait battu le premier boss du jeu et qui n'était nul autre que Asuna. 何してんの？いくらソロだからってもっと真面目に。今日はアインクラッドで最高の季節の、さらに最高の気象設定だ。は？こんな日に迷宮に潜っちゃもったいない。こうして一日無駄にした分、現実での私たちの時間が失われていくのよ。でも今、このアインクラッドだ。Asuna, c'est bien plus qu'une simple joueuse dans Sword Art Online. C'est une excellente combattante, et surtout une figure qui inspire tous ceux qui luttent pour survivre dans ce jeu. Car elle est dotée d'une détermination sans faille, manie l'épée avec précision et vitesse, et est sûrement la combattante la plus redoutée de Sword Art Online. Grâce à tout ça, elle a réussi à devenir vice-commandante de la meilleure guilde du jeu. Mais c'est pas tout. Au fil de l'aventure, on remarque que même dans les moments les plus sombres, Asuna a su rester fidèle à ses convictions. Et elle a toujours été prête à tout sacrifier pour tous les personnages qui lui sont chers. En fait, Asuna, c'est ma femme. Asuna, c'est ma femme. Laissez-moi rentrer dans le jeu, moi aussi. Mais sous cette armure de force et de courage, Asuna cachait en réalité une solitude profonde. Dès son arrivée dans ce monde virtuel, elle a choisi de consacrer toute son énergie à survivre, sans vraiment s'accorder le droit de profiter des moments présents. En fait, pour elle, chaque jour dans SAO était un jour à endurer. Un jour de plus dans une prison dont elle rêvait de s'échapper. Et bien qu'elle était respectée et admirée par les autres joueurs, elle gardait toujours une distance émotionnelle, refusant de se laisser trop proche des autres car, tout comme un autre personnage, elle avait peur de perdre ce qu'elle chérirait. À travers cette façade, on perçoit une Asuna qui lutte contre le poids de l'isolement. Concentrée uniquement sur son objectif de libération, elle avançait, mais sans vraiment s'arrêter pour apprécier les rares instants de bonheur que ce monde virtuel pouvait lui offrir. Ainsi, elle ne se rendait pas compte qu'il était possible de vivre, même ici. Puis, tout a changé lorsque Kirito est entré dans sa vie. Ce solitaire qui semblait lui aussi n'attacher d'importance à personne est devenu peu à peu son soutien et sa lumière. Kirito l'a encouragé à voir au-delà des dangers de ce monde, à ne plus voir chaque jour comme un simple obstacle à franchir, mais comme une opportunité d'expérimenter la vie autrement. Par sa présence, Kirito lui a appris que même dans cet enfer virtuel, il est possible de vivre des moments précieux, des instants de partage et de bonheur. Et bien évidemment, la relation ne va pas que d'un seul sens. En retour, Asuna est devenue pour lui une encre, quelqu'un en qui il trouvait la force de se battre pour plus que sa propre vie. Ensemble, ils se sont révélés des facettes de leur humanité qu'ils avaient presque oubliées. Et ils sont devenus plus forts, ont vaincu avec brio toutes les épreuves de ce jeu mortel, et ont même fait la rencontre de Yui, qui deviendra plus tard leur enfant. Puis, jour après jour, mois après mois, ils se sont battus, jusqu'à au final atteindre la fin du jeu. Jusqu'à maintenant, on s'est beaucoup intéressé à Kirito et Asuna, leur passé, leur entrée dans le jeu, leurs rencontres ainsi que leurs pertes. On a à peu près vu comment, dans un univers comme SAO, aussi hostile que fascinant, nos protagonistes ont-ils pu évoluer.
Mais bien évidemment, Kirito et Asuna n'étaient pas les seuls dans Sword Art Online. Au départ, il y avait plus de 10 000 joueurs bloqués dans ce jeu, et parmi ces 10 000 participants, aucun n'a eu le même parcours. À vrai dire, certains ont même eu un parcours totalement opposé à celui de notre protagoniste. Mais avec tout ça, on peut quand même distinguer 4 catégories de joueurs qu'on analysera tout de suite. Il y a d'abord les survivants prudents, ceux qui avancent lentement, mesurant chaque pas avec une précision presque maladive. Leurs journées sont rythmées par une angoisse constante, celle de commettre l'irréparable. Ces joueurs incarnent la peur versatile de la mort, et ils nous rappellent que face à un danger imminent, l'instinct de survie peut éclipser tout le reste. À l'opposé, on trouve les conquérants, ceux qui embrassent le danger avec un enthousiasme presque contagieux. Ce sont les aventuriers, les combattants acharnés qui se battent pour avancer, non pas seulement pour survivre, mais pour dominer. Pour ces joueurs, l'Encrad n'est pas une prison, mais un défi à surmonter. Puis viennent les profiteurs, appelés aussi les player killers. Ils tuent d'autres joueurs sans scrupules, amassent des richesses, sèment le chaos et exploitent les failles du système pour leurs propres bénéfices. Ces joueurs-là incarnent une forme brutale de l'égoïsme. Et surtout, ils nous font poser une question à nous lecteurs. Dans un monde sans règles morales fixes, jusqu'où serions-nous prêts à aller pour survivre? Et enfin, parmi tout ça, il y a aussi les résignés, ces âmes qui ont totalement abandonné l'idée de s'échapper. Parmi eux, certains choisissent de recréer une vie normale dans ce monde factice, ouvrant des boutiques, en cuisinant ou même en se mariant. Et d'autres choisissent une option encore plus facile. Ces joueurs nous rappellent que l'être humain, face à l'inéluctable, putain, enfin j'ai réussi à dire ce mot, cherchera toujours à reconstruire un semblant de stabilité, même dans les circonstances les plus désespérées. En ayant vu tout ça, on comprend une chose. Sword Art Online ne se contente pas de raconter une histoire de survie. Il explore la nature humaine face à l'adversité, révélant nos instincts et nos choix dans des situations extrêmes. Chaque joueur, qu'il soit conquérant, résigné, prudent, profiteur. Chaque joueur, qu'il soit conquérant, résigné, prudent ou protecteur, incarne une réponse unique au danger. Les dilemmes moraux comme l'égoïsme ou l'altruisme, les alliances ou les trahisons reflètent les complexités de notre propre société. En gros, ce que je veux vous dire depuis tout à l'heure, c'est que SAO pose une question essentielle. Dans un monde où chaque choix pourrait nous sauver ou nous condamner, qui serions-nous réellement? Et si j'ai une dernière chose à rajouter à cette partie, c'est que les gars, ma dernière grosse vidéo, elle a fait presque 40 000 vues et j'ai vu qu'elle vous a beaucoup plu. Franchement, les gars, merci beaucoup, j'étais vraiment content. Mais seulement un peu plus de 300 personnes se sont abonnées, wesh. Les gars, en fait, je comprends pas le délire, là. Je comprends pas les délires. Non, les gars, plus sérieusement, si la vidéo vous plaît, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Ça fait vraiment plaisir. Et voilà, là, on vise les 10K. Mais bref, avant de passer à la partie suivante sur Elfen Online, qui va être un peu plus rapide que ça, je pense, je tenais à dire que malgré ses dangers omniprésents, Sword Art Online est un paradoxe vivant. Car l'Encrad, avec ses 100 étages suspendus dans le vide, pourrait sembler n'être qu'une cage froide et métallique. Mais chaque niveau dévoile un monde façonné avec soin, regorgeant de merveilles et de mystères. Des forêts luxuantes aux vastes étendues enneigées, des villages pittoresques aux forteresses imposantes, chaque paysage dans ce jeu est une œuvre d'art qui semble murmurer aux joueurs: et si cette prison pouvait être aussi un refuge? En fait, en ayant fini cet arc, on comprend, et c'est ce que je pensais aussi, que Kayaba Akihiko, le créateur de ce monde, a conçu Encrad non seulement pour enfermer, mais aussi pour émerveiller. Les boss colossaux, les quêtes intrigantes et les trésors cachés ne sont pas là uniquement pour alimenter la progression, mais pour inciter les joueurs à redécouvrir le frisson de l'aventure. Et en fait, c'est là tout le paradoxe. Même dans cet environnement mortel, certains joueurs trouvent une liberté qu'ils n'avaient jamais connue dans le monde réel. Et cette beauté se mêle cependant à une réflexion plus profonde. L'Encrad questionne la notion de liberté elle-même. Peut-on vraiment être libre dans une cage si cette cage est si vaste qu'elle devient un monde entier? Pour Kirito et d'autres, ce paradoxe devient une révélation. Ce monde virtuel, bien que factice, leur offre une opportunité unique d'explorer des émotions, des relations et des expériences qu'ils n'auraient peut-être jamais vécues ailleurs. Mais Encrad va encore plus loin. Il reflète des vérités universelles sur la vie réelle. Chaque étage est une métaphore des obstacles que nous rencontrons. Chaque boss, une représentation des défis que nous devons surmonter. Là les gars, je fais beaucoup trop le philosophique, mais j'aime bien donc je vais continuer. Tout comme dans SAO, certains choisissent de gravir les étages coûte que coûte, tandis que d'autres s'arrêtent pour savourer la vue. Ainsi, même s'il me semble que je l'ai déjà dit, ce monde virtuel ne se contente pas d'être une prison, il devient un miroir de ce que pourrait être la vie elle-même. Un mélange de lutte et de merveille, de peur et de beauté, car au fond, même dans les ténèbres les plus profondes, il y a toujours une lumière qui invite à rêver. Mais bref, maintenant qu'on a fini de parler de l'arc SAO, on va passer à l'arc Alfheim Online. Et oui, je sais ce que vous pensez. Si Sword Art Online a été énormément aimé pour cette tension si particulière, pour cet enjeu de vie ou de mort omniprésent, Alfheim Online lui a souvent déçu. Et pourquoi? Parce qu'il perd cette tension. Parce qu'après Encrad, on a l'impression que tout devient plus léger, presque moins important. Mais la question que je me suis posée et que je vous pose maintenant les gars, c'est: est-ce vraiment juste de juger cet arc uniquement sur ça? Alfheim Online n'a-t-il rien à offrir en dehors de cette baisse de tension? Est-ce que son univers féerique et ses enjeux plus personnels n'ajoutent pas finalement une nouvelle tension à l'histoire? Pour paniquer...
Pour pas abîmer ma vidéo, je vais pas m'attarder longtemps sur cet arc, mais je vais quand même vous en faire un résumé, vous partager les points les plus essentiels que j'ai pu remarquer. Après avoir réussi à quitter le jeu en tuant le créateur qui était aussi le chef de la première guilde du jeu, Kirito apprend quelques jours plus tard que si Asuna ne s'était toujours pas réveillée, c'est parce qu'elle était en réalité coincée dans un autre jeu. Un jeu virtuel dans lequel les personnages incarnent des fées dotées d'ailes. Mais surtout un jeu où, tout comme SAO, les citadelles flottantes dans les airs, les forêts profondes ainsi que silencieuses, et les lacs cristallins cachent en réalité un terrible secret. Car on apprend que Asuna n'est pas la seule mais que 300 autres rescapés sont aussi prisonniers dans ce jeu. Et tout ça par un homme lié à la production de Sword Art Online, Nobuyuki Sugu. Son but ? Se marier avec Asuna contre son gré dans le monde réel, mais ça c'est rien comparé à son vrai objectif. Qu'on verra plus tard. Non, tu connais, faut booster le watch time. Pour Kirito, cette découverte a été un choc, mais si vous avez bien compris le personnage, vous aurez compris qu'il l'a pris comme un nouveau défi. Alors il est entré dans ce monde dans le but de la délivrer, mais il va apprendre le terrible secret qui se cache derrière tout ça. Il fera aussi la connaissance de nouvelles personnes, ou pas, mais va aussi et surtout faire de ce jeu une toute nouvelle aventure. Une toute nouvelle aventure, les gars, qu'on verra tout de suite. Lorsque Kirito entre dans Alpha Online, tout change. C'est plus un monde clos et oppressant comme Lanecrad. Ici, tout est ouvert, lumineux et presque magique. Les joueurs sont défaits avec des ailes qui les permettent de voler dans les paysages à couper le souffle. Et au centre de l'univers, il y a l'énorme arbre du monde. Un lieu mystérieux dont les joueurs doivent réussir à atteindre le sommet. Ce changement radical est presque choquant après la lourdeur de Lanecrad. Mais ce qui frappe le plus ici, c'est la liberté. Cette sensation de pouvoir voler dans un monde sans frontières. Et dans ce monde féerique, Kirito va faire la rencontre de Laifa. Laifa, c'est une joueuse vive, pleine d'énergie qui dégage une sorte de bienveillance naturelle. Et contrairement à Kirito qui explore ce jeu seul et sans véritable but au départ, elle connaît bien les règles et les mécaniques d'Alpha Online. Alors très vite, elle est devenue une alliée précieuse. Elle va lui apprendre les bases, lui montrer comment voler avec grâce et lui faire découvrir les secrets cachés de cet univers. Ensemble, ils vont traverser des paysages enchanteurs. Ils vont se soutenir dans les moments difficiles. Ainsi, une complicité unique est née entre eux. Puis, petit à petit, Kirito va devenir bien plus qu'un simple camarade de jeu pour Laifa. Il devient quelqu'un de spécial, une personne en qui elle peut avoir confiance, c'est-à-dire un pilier dans ce monde virtuel. Et donc, au fil de leur aventure, elle va commencer à développer des sentiments pour Kirito, arrivant même à diminuer ce qu'elle éprouvait pour son frère dans la vraie vie. Cependant, tout bascule lorsqu'elle découvre l'identité réelle de Kirito. C'est comme si tout ce qu'elle avait construit jusqu'à maintenant s'effondrait. Car elle apprend que Kirito n'est pas un simple joueur rencontré par hasard. Non, il s'agit en réalité de son grand frère, Kazuto Kirigaya. En fait, le problème derrière tout ça, c'est que Laifa, de son vrai nom Sugua, elle a toujours eu des sentiments pour Kazuto. Et ça s'est encore plus accentué quand elle a appris que c'était pas vraiment son frère, mais plutôt son cousin. Malgré ça, elle a toujours essayé de dissimuler ses sentiments parce que c'est très clairement malsain. Et à force de rester avec Kirito, elle commençait à avoir des sentiments pour lui. Sauf que c'était en réalité la même personne. C'est nerveux, je vous mens pas que moi à ce moment-là, j'étais un peu choqué. Je me suis dit, ouais, comment tu peux t'amourer de ton frère? Mais bref. Et donc logiquement, le choc a été immense. Les sentiments qu'elle ressentait pour lui sont devenus un mélange de gêne, de confusion, mais aussi d'une affection encore plus profonde. Cette révélation a ajouté une couche d'émotion forte à leur relation. Et elle a surtout montré à quel point les liens familiaux pouvaient être complexes, même dans un monde virtuel. Et donc, cette révélation aurait pu tout briser. Mais au lieu de cela, elle a au contraire renforcé leur lien. Au final, Sugua a décidé de mettre de côté ses propres sentiments pour aider son frère dans sa quête. Dès lors, leur aventure a pris une nouvelle signification. C'était plus une simple histoire de jeu, mais plutôt une reconstruction familiale. Ensemble, Kirito est déterminé à sauver Asuna, et Sugua prête à lui montrer qu'il n'est plus seul. Ils ont affronté les défis d'Alphem Online. Et ainsi, leur relation complexe et émouvante a apporté une touche profondément humaine à cet univers virtuel, faisant d'Alphem Online bien plus qu'une simple étape. Bon, tout ça c'est bien beau, mais on ne vient toujours pas au point le plus important de cet arc. Et en plus de ça, qui est beaucoup plus sombre. Dans Alpha Online, l'envers du décor est bien plus sombre que ce que l'on imaginait aux premiers abords. Nobuyuki Sugu, le responsable des expériences, n'est pas qu'un simple antagoniste. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'il avait un objectif. Et c'est lequel? Utiliser les joueurs prisonniers dans le jeu pour manipuler leur mémoire et leurs émotions. En fait, il va implanter des données directement dans leur esprit, modifiant ainsi leurs sentiments et même leur perception du monde. Et pourquoi faire? Vendre ses recherches à une société américaine afin d'en tirer profit. Il rêve de contrôler les esprits, de modeler la réalité des gens et d'en faire un marché lucratif. Et le pire derrière tout ça, c'est que c'est pas qu'un simple scientifique de laboratoire. On apprend qu'il a des liens personnels avec Asuna et sa famille. Parce qu'il travaille avec le père d'Asuna sur le développement du jeu Sword Art Online ensemble. Et parce qu'elle est toujours bloquée dans le jeu, il veut la forcer à l'épouser. Et parce que oui, c'est toujours pas fini,
Comme j'ai dit tout à l'heure, l'arbre du monde représente un objectif commun pour les joueurs. Chacun veut réussir à accéder au sommet. Cependant, ce qui semble être un chemin vers la liberté et la victoire s'avère être une illusion. En réalité, atteindre le sommet est impossible. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la compétition entre les joueurs, un détail crucial empêche toute faction de réussir. Pour escalader l'arbre du monde, il faut que toutes les factions du jeu se réunissent et unissent leurs forces. Or, une telle coopération est inimaginable dans un monde où la guerre et les alliances sont au cœur de l'intrigue. En gros, l'objectif même du jeu est impossible à atteindre. Cependant, j'espère que vous n'avez pas oublié, même dans les ténèbres les plus profondes, il y a toujours une lumière qui invite à rêver. Et donc, malgré tous les plans de l'antagoniste, Kirito n'a jamais abandonné. Et pour sauver Asuna, il a réussi à faire l'inimaginable. Tout d'abord, il est parvenu à rassembler les factions, ce qui paraissait impossible jusque-là. Et grâce à leur soutien ainsi qu'à celui de Leifa, il a réussi après une lutte acharnée à atteindre le sommet de l'arbre du monde. Puis, dans le combat final contre Sogu, malgré le fait que ce dernier ait utilisé tous les cheats du jeu possible, Kirito a réussi à le battre en ayant accès aux identifiants de Kayaba, le créateur de Sword Art Online. Ainsi, le combat beaucoup plus équilibré, il ne pouvait que gagner. Et en gros, ce qu'on peut retirer de tout cet arc, c'est que l'arc Alpha Online illustre avec force les dérives possibles des jeux immersifs. Sugu Nobuyuki incarne un danger bien réel, utilisant la technologie pour des expérimentations illégales, manipulant des vies comme de simples données. La collecte d'informations personnelles, la manipulation des souvenirs et même l'idée de modifier les émotions pour des profits commerciaux rappellent à quel point ces outils peuvent être utilisés avec mauvais escient. Mais c'est l'attaque sur Asuna qui frappe encore plus fort, parce que je vous ai pas dit, mais elle était sur le point de se faire... Voilà. Ce moment montre jusqu'où certains pourraient aller lorsqu'ils se croient tout puissants dans un monde sans règles. À travers ce traumatisme, l'anime nous interroge sur la question suivante. Sommes-nous prêts à confier autant de contrôle à ces technologies? Et si un jour ces mondes virtuels devenaient une réalité, serions-nous capables d'en éviter les abus? Après les épreuves d'Enkra et d'Edalo, Kirito pensait avoir laissé derrière lui les dangers des mondes virtuels. Mais Gun-Gun Online va lui prouver que certaines menaces dépassent les frontières du jeu. Cet arc, il explore un aspect plus sombre et réaliste des technologies immersives. Ici, le jeu n'est pas un refuge ou un lieu d'aventure, mais plutôt une arène où le danger est bien réel, où la ligne entre le virtuel et le réel devient floue, voire effrayante. Avec GGO, l'histoire prend une tournure différente, car l'univers est dominé par les armes à feu et les compétitions acharnées. En gros, c'est vraiment pas un espace de camaraderie et de fantaisie comme on a pu voir jusque-là, mais plutôt un champ de bataille où la survie repose sur la stratégie et le sang-froid. Et c'est dans ce décor que Kirito, envoyé par un représentant du gouvernement japonais, va enquêter sur une mission délicate. En effet, depuis quelques moments, des joueurs se font tuer dans le jeu et dans la vraie vie. Et tout ça par une figure mystérieuse connue sous le nom de Death Gun. Au début, Kirito il y croyait pas trop, mais intrigué, il a quand même décidé de plonger dans cet univers. Et à son arrivée, Kirito il découvre plusieurs choses. La première, c'est qu'il a un skin féminin. Et ça peut poser problème parce que les autres vont croire que c'est une fille. Et la deuxième chose, c'est que Kirito, en allant chez Insta, il a cherché le nom Adamski7-du-bas avec 2 i. Et il a remarqué que son youtubeur préféré avait un tout nouveau compte Insta. Alors, il a décidé de s'abonner. Les gars, faites comme Kirito, wesh. Adamski7-du-bas avec 2 i sur Insta. Les gars, tout nouveau compte, n'hésitez pas à me suivre là-bas. On poste régulièrement et parfois on peut vous donner des informations sur l'avancement des vidéos. Mais bref. Dans ce monde impitoyable qu'est Gun-Gun Online, Kirito croise le chemin de Shinon, une joueuse aussi respectée que redoutée. Connue pour son sang-froid inébranlable et sa maîtrise absolue des armes à feu, dans le jeu, Shinon elle a réussi à se forger une réputation de légende. À elle seule, elle incarne la précision et la stratégie. Et c'est une figure que même les meilleurs joueurs abordent avec prudence. Mais derrière cette image d'assurance se cache une joueuse complexe, Asada Shino, dont le parcours dans ce jeu dépasse la simple recherche de victoire. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça dans quelques instants. Kirito, encore étranger à cet univers, trouve en Shinon une alliée précieuse. Et tout comme Leifa dans Halo, elle devient son guide dans ce monde inconnu, lui apprenant non seulement les subtilités des mécaniques du jeu, mais aussi les codes et les règles qui régissent le monde de GGO. Jusqu'à ce que, peu à peu, Kirito découvre les failles qui se cachent derrière la façade de Shinon. Sous son apparence forte et intouchable, on apprend que Asada porte le poids d'un traumatisme ancien, un événement qui l'a marqué profondément dans le monde réel. Et c'est pas un truc du genre elle est amoureuse de son grand frère, non, là, c'est beaucoup plus sérieux. En effet, on apprend bien plus tard que durant son enfance, elle a été confrontée à une situation terrifiante, une tentative de vol à main armée dans une banque. Et ce jour-là, pour sauver sa mère et elle-même, Asada a pris une décision déchirante. Elle a utilisé l'arme du criminel contre lui, le tuant sur le coup. C'est dans ce contexte que Kirito devient plus qu'un simple allié. Il agit comme un pilier pour Shinon, un soutien silencieux mais puissant. Grâce à lui, elle a commencé à comprendre qu'elle n'est pas seule dans sa douleur et qu'elle peut transformer son passé en une force au lieu de le subir. Cependant, leur relation a pris une tournure inattendue lorsque le passé de Kirito a refait surface. En effet, quand il s'est retrouvé face à Death Gun, il s'est rendu compte qu'il s'agissait en réalité d'un ancien player killer dans SAO, faisant partie de la guilde des assassins, Lofin Kofin.
Après cette découverte, Kirito a été confronté à ses propres fantômes. Un souvenir douloureux enfoui depuis Sword Art Online, dans lequel, lui aussi, pour protéger les autres joueurs ainsi que lui-même, il a été contraint de tuer. Ce parallèle entre leurs deux traumatismes a tissé un lien encore plus profond entre eux. Et ce qu'on peut comprendre à travers le personnage de Shinon et à travers cet arc tout court, c'est que certaines choses qui nous permettent de s'évader telles que le sport, la musique ou encore les jeux, peuvent nous servir aussi de traitement face à des traumatismes, mais aussi des peurs, des moments de tristesse, de doute et bien d'autres. Dans le cas de Shinon, on comprend vite que si elle joue à GGO, c'est pas parce que c'est un jeu de guerre dans une réalité virtuelle. Non, c'est parce que c'est un jeu qui lui permet de confronter directement le traumatisme qu'elle a, vis-à-vis des armes et du meurtre qu'elle a commis. Mais bref, les gars, je vous ai déjà dit, mais je sais que je suis obligé de le redire. Même dans les ténèbres les plus profondes, il y a toujours une lumière qui invite à rêver. Et donc, dans une confrontation acharnée qui opposait Shinon et Kirito face à Death Gun en finale, celle-ci atteint son apogée lorsqu'on a découvert la vérité derrière le tueur. En effet, à plusieurs tentatives, Death Gun avait tenté de tuer Shinon, mais jamais Kirito. Parce qu'il n'y avait pas qu'une seule personne derrière tout ça, mais en réalité deux. L'un dans le monde virtuel et l'autre dans la réalité. Kirito et Shinon, grâce à leur union et leur détermination, sont parvenus à le vaincre dans le jeu. Mais la véritable victoire s'est déroulée dans le monde réel, où ils ont réussi à en venir à bout du criminel qui était en fait l'ami de Shinon. Mais aussi le petit frère du criminel dans SAO. Après ça, Shinon elle a appris à porter le poids de son passé. Elle est parvenue enfin à affronter ses démons. Et le moment clé de cet arc est parvenu lorsque Kirito a emmené une femme et son enfant, qui étaient en fait présents lors du braquage et qui ont été sauvés par Asada. Ceci a permis une bonne fois pour toutes à cette dernière de faire la paix avec son passé et de se libérer de ses tourments. Et le message caché derrière tout ça, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le monde virtuel dans Sword Art Online n'est pas qu'une évasion. C'est aussi un espace où on peut affronter ses blessures les plus profondes. Pour Shinon, ça a été une chance de transformer sa peur en force. Et pour Kirito, de se réconcilier avec son passé. En gros, la quête du jeu n'est pas seulement la victoire, mais aussi la reconstruction. Bon les gars, on est enfin à la dernière partie de cette vidéo, ou pas. Je vous ai dit au début qu'on parlerait de l'arc SAO, Halo, GGO et enfin le meilleur pour moi, Alicization. Mais pendant que je révisionnais l'anime pour cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais oublié un arc. Ou plutôt, l'arc le plus touchant de cet anime. Et vraiment de très très loin, je vous jure que je maxe pas. Si Alicization est le meilleur arc de Sword Art Online pour moi, l'arc Mother Rosario est sûrement le plus triste de cet anime, et peut-être de tous les animés confondus. Carrément, j'ai même pas envie de scripter cette partie, mais pour que ce soit plus rapide, je vais quand même le faire. Dans cet arc, on se retrouve quelques temps après les événements de Gengon Online. Pour la première fois, le protagoniste n'est pas Kirito, mais Asuna, et cette dernière va faire la rencontre d'une fille nommée Yuki. Yuki, c'est tout simplement la joueuse considérée comme étant la plus forte du nouveau Alpha Online. Et oui, pour ceux qui se demandent, elle est même plus forte que Kirito. Et pour une raison qu'on ignore au début, Yuki va demander à Asuna, après avoir testé son niveau, de l'aider, elle ainsi que sa guilde, les Sleeping Knights, à battre un boss du jeu. Et elle va lui donner comme raison que ses amis ainsi que elle-même ne pourront plus jouer dans quelques mois à cause de certaines occupations. Et donc à partir de là, on va suivre leur aventure. Ils vont essayer de tuer un boss, vont échouer, puis ils vont réessayer et rééchouer avant de réussir une bonne fois pour toutes. Suite à cette victoire, le nom de chaque membre de la guilde va être inscrit sur le monument des épéistes légendaires. Et comme vous vous doutez, entre-temps, un lien s'est créé entre Asuna et Yuki. Asuna est devenue pour Yuki cette grande sœur qu'elle n'a jamais pu avoir. Et Yuki, avec sa force et sa détermination, est devenue pour Asuna un modèle dont elle voulait s'inspirer. Mais bizarrement, quand Asuna elle a demandé à Yuki et aux autres de rester dans leur guilde, ces derniers n'ont pas pu accepter. Et la raison, elle m'a totalement choqué. En effet, on apprend plus tard que si Yuki et les autres ne pourraient plus jouer à Alpha Online dans quelques temps, c'était pas parce qu'ils devaient reprendre le travail ou je sais pas quoi, non. C'était parce que 2 joueurs parmi eux étaient déjà morts par le passé et qu'une joueuse était sur le point de mourir encore dans la vraie vie. Et je suppose que vous avez compris qui c'était cette personne. Yuki. Contre toute attente, on apprend qu'elle était en fait en train de mourir depuis le début dans la vraie vie. La seule chose qui la tient encore en vie, c'est le Medicube. C'est le Medicuboïde, un engin qui permettrait de traiter des cas de maladies très graves. On apprend aussi que depuis 3 ans, Yuki n'a cessé de vivre dans les mondes virtuels. Et tout ça parce que, depuis sa naissance, elle atteint du syndrome d'immunodéficience acquise, autrement dit, le sida. De plus, on apprend que cette dernière avait une grande sœur qui est morte de ce virus. Mais pas que. On apprend aussi que sa mère et son père sont morts. Et donc qu'elle est aujourd'hui tout seule dans ce monde. Et c'est à ce moment précis que Asuna joue le rôle le plus important de cet arc. Grâce à Asuna, le nom de Yuki ainsi que celui de ses compagnons a été inscrit sur le monument des épéistes légendaires.
leur garantissant ainsi une forme d'immortalité dans le monde virtuel. Et vu qu'elle savait que le temps de Yuki était compté, elle a tout fait pour lui offrir des instants de bonheur inoubliables. Elle lui a permis de revoir des paysages qu'elle avait vus à l'ancienne et même de vivre une expérience unique en intégrant une classe dans la vraie vie. Et après tout ça, le moment le plus difficile est finalement arrivé. Yuki, cette combattante extraordinaire, est partie en paix, entourée d'Asuna, de ses amis proches, mais aussi de tous les joueurs d'Halo réunis pour lui rendre hommage. Et ce qui est beau derrière tout ça, c'est que l'arc Mother Rosario ne se contente pas de raconter une histoire émouvante. Il nous interroge aussi sur l'impact de la technologie sur notre vie. Bien sûr, les mondes virtuels comme ceux de Aincrad peuvent être dangereux, car ils ont été utilisés par le passé comme des outils d'enfermement, de manipulation ou même de destruction. Mais cet arc nous rappelle une chose essentielle, entre de bonnes mains, la technologie peut devenir un véritable miracle. Pour Yuki, le Medicuboid n'était pas seulement une machine médicale, c'était une porte ouverte vers un monde où elle pouvait enfin vivre pleinement, malgré les limites imposées par sa maladie. Elle a pu combattre, rire, se faire des amis, créer des souvenirs impérissables et même laisser une trace ineffaçable grâce à son nom gravé sur le monument des épéistes légendaires. En gros, ce que Yuki n'a jamais pu trouver dans le monde réel, elle l'a trouvé dans l'univers virtuel. Un endroit où elle était libre, où elle pouvait se dépasser et où elle n'était plus définie par sa maladie. Tout d'abord les gars, juste avant de continuer, j'aimerais vous dire merci. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. Vous savez sans doute pas, mais ça fait maintenant 3 voire 4 mois que je suis sur cette vidéo. C'est une dinguerie les gars, je vous jure. En tout cas, s'il vous plaît, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et à venir sur le compte Insta. Jusqu'à présent, on a exploré plusieurs facettes de Sword Art Online. Aincrad nous a confronté à une question essentielle. Dans un monde sans loi ni règles sociales, qui serions-nous réellement? Il nous a montré aussi qu'une prison virtuelle peut paradoxalement devenir un monde de liberté. Alpha Online, lui, nous a mis en lumière les dérives possibles des mondes numériques, mais aussi leur capacité à renforcer les liens humains et à pousser les relations encore plus loin. Quant à Gun Gun Online, lui, il nous a illustré comment un univers virtuel peut-il devenir un moyen de reconstruction. Un terrain où l'on affronte ses peurs et où l'on transforme ses blessures en force. Et enfin, l'arc Mother Rosario nous a rappelé que, entre de bonnes mains, la technologie peut être un miracle, surtout pour ceux qui n'ont pas eu de chance dans le vrai monde. Grâce à tout ce qu'on a vu jusqu'ici, une chose devient évidente. Au-delà des batailles et des drames, Sword Art Online cherche avant tout à rapprocher les mondes virtuels du monde réel. C'est le rêve de Kirito, mais aussi de Kayaba. Et en nous présentant toutes ces facettes, l'anime nous a montré comment un tel univers pourrait exister. Mais tout ça c'est que le début, car cette fois, SAO va aller encore bien plus loin. En gros, dites-vous que tout ce que j'ai cité va être présent, mais dans le même arc. Ainsi, ce projet va devenir le projet final. Pour le comprendre, préparez-vous à la dernière partie de cette vidéo, qui est aussi la raison pour laquelle il fallait absolument terminer Sword Art Online. Et bienvenue dans l'Underworld. L'Underworld, c'est un monde à part parce que, dès les premiers instants, il est difficile de ne pas être frappé par sa beauté. Des forêts verdoyantes, des rivières paisibles, des montagnes imposantes, à première vue, tout semble parfait, en harmonie. Mais derrière cette façade paradisiaque se cache une réalité bien plus complexe, comme d'habitude. Underworld, c'est aussi un endroit où, en creusant un peu, on découvre un autre monde. Un monde chaotique, peuplé de créatures monstrueuses où la violence et la guerre semblent être une constante. En gros, on a le monde des humains et des monstres. Mais ce qui distingue vraiment l'Underworld de tous les mondes virtuels qu'on a pu voir, c'est les Floodlights. Voilà, vous avez compris les gars, de toute façon c'est écrit. En fait, dans ce monde, les PNJ qui y ont grandi ne sont pas de simples PNJ. Ce sont des âmes humaines qui ont été prises sur des bébés et qui ont été converties en données numériques. Et donc ces Floodlights sont bien plus que de simples programmes. Ce sont des êtres vivants, conscients qui éprouvent des émotions, des rêves, des souvenirs, tout comme les humains normaux. Ce concept bouleverse tout ce que l'on connaît des mondes virtuels, car ici, et pour la première fois, l'humain a vécu dans un autre monde. De plus, dans l'Underworld, le temps passe à une vitesse différente de celle du monde réel. Ainsi, en seulement quelques heures, plusieurs années s'écoulent dans cet univers. Ce qui fait que les Floodlights, elles, vivent à un rythme bien plus élevé, vieillissent plus vite et expérimentent la vie d'une manière bien plus intense. Et surtout, contrairement aux univers virtuels où la douleur était absorbée par une technologie, ici, la douleur dans l'Underworld est bien réelle. Chaque blessure, chaque douleur, chaque souffrance ressentie est vécue avec la même intensité que dans le monde réel. Il n'y a pas de réinitialisation, pas de seconde chance. Ici, la douleur fait partie de la vie. Et donc les gars, comme vous l'aurez compris, à bien des égards, ce jeu n'est pas qu'un simple jeu. À vrai dire, c'est même pas un jeu. C'est une alternative où les enjeux sont bien plus grands et les conséquences de chaque action ont un poids considérable. Et c'est dans l'Underworld qu'on va suivre les dernières aventures de notre protagoniste.
Kirito, quand il a ouvert les yeux dans ce monde, ce dernier lui a semblé à la fois familier et étranger. Il a déjà été ici, mais cette fois-ci, tout est différent car il se souvient. Là, vous avez sûrement pas compris ce que je viens de dire. Pour faire court, il était déjà venu dans l'Underworld et ses souvenirs avaient été effacés pour préserver les informations récoltées sur ce monde. Mais cette fois-ci, s'il est revenu, c'est parce qu'il a été attaqué dans la vraie vie. Et faute de moyens, pour le soigner, on a dû le faire plonger ici à nouveau. Et donc rapidement, dans ce monde, il a fait la rencontre d'un jeune garçon blond, Eugeo. Un nom qui, d'ailleurs, sans qu'il sache pourquoi, lui semblait important. Dans ce monde, chaque humain est soumis à un devoir sacré. Et lui, son devoir est simple, mais interminable. Abattre l'arbre du Gigas, un monstre de bois qui entrave le développement du village depuis des générations et des générations. Mais ça, c'est pas le seul poids qu'il porte sur ses épaules. Il y a aussi une promesse, un souvenir qui refuse de disparaître, celui d'une amie qui a été enlevée il y a des années et qui s'appelait Alice. Une enfant qui, pour sauver un inconnu, a transgressé les tables interdites en traversant les frontières du monde des humains. Eugeo n'a jamais censé d'y penser. Il sait qu'il aurait dû faire quelque chose, qu'il aurait dû la sauver quand ce chevalier est venu la chercher. Et donc Kirito, ayant fait la rencontre d'Eugeo et étant intrigué par ce monde et ses règles, a vite compris que ce n'est pas qu'un simple jeu. Ici, les habitants ne sont pas seulement des IA, ce sont de véritables âmes humaines, des consciences autonomes nées d'une expérience scientifique inimaginable. Et donc, après avoir fait la rencontre de Geo, il s'est pas seulement lié d'amitié avec lui, ils sont devenus des frères. Étant persuadé qu'Alice était toujours quelque part dans ce monde, leur objectif a été alors fixé, et c'était de la retrouver. C'est donc à partir de là que l'aventure va commencer. Ils ont d'abord réussi à trancher cet arbre vieux de plusieurs siècles grâce à l'épée de la rose bleue. Un artefact extrêmement puissant récupéré dans une mystérieuse grotte qui sera d'ailleurs celle de Geo tout au fil de l'aventure. Après ça, Kirito va apprendre à Geo l'art de l'épée. Il nommera d'ailleurs son style de combat le style Enkrad. Il fera la rencontre de la petite sœur de Alice, Selka, ainsi que de tous ceux du village. Ils y passeront quelques mois forgeant leur technique avant de partir pour la capitale où se trouve la cathédrale centrale. Et cet endroit, il a une grande importance dans leur quête, car c'est sûrement là que se cache le secret d'Alice et donc le véritable objectif de leur aventure. Seulement, seuls les chevaliers de l'intégrité, les chevaliers d'élite qui servent l'autorité, ont le droit d'y approcher. Alors à la capitale, ils vont intégrer l'académie d'élite des chevaliers, où ils développeront leur style de combat encore plus pour pouvoir devenir l'un de ces fameux chevaliers de l'intégrité. À l'académie, Kirito et Eugeo vont faire la rencontre de Sortiliena Serult et Gorgoloso Balto qui seront leurs mentors. Et grâce à ces derniers, ils vont comprendre à peu près toutes les subtilités de l'art de l'épée. Kirito, il a appris que dans ce monde, le style de combat ne fait pas tout. Il y a aussi les techniques d'épée préenregistrées, l'autorité du système qui est d'ailleurs plus élevée chez les chevaliers et les nobles, mais aussi et surtout la force de l'imagination, qui constitue une véritable plus-value aux combattants. Plus tard, ils auront à leur tour des disciples. Ronia Arabelle, celle de Kirito, et Tissé Stolinen, celle de Eugeo, qui d'ailleurs développera des sentiments pour ce dernier. Ainsi, 2 ans dans ce monde sont passés, et ce qui était là la belle vie va virer au drame lors de cette nuit. Cette nuit-là, les 2 disciples de Kirito et Eugeo étaient sur le point de se faire, voilà, par 2 nobles. Car étant donné que la table des interdits n'empêchait pas cet acte abominable, ces 2 derniers en ont profité pour faire souffrir nos protagonistes. Et pourquoi? Parce qu'ils étaient juste jaloux de leur talent. Et donc, Eugeo, sous la colère, l'incompréhension, le dégoût, alors, tout comme l'a fait Alice ce fameux jour-là, transgresser les tables des interdits en les attaquant. Et ça n'a pas été sans conséquence car il est allé jusqu'à perdre son œil à cause d'une raison qu'on verra plus tard. Et là les gars, je sais pas si vous avez compris, mais on arrive sur l'un des points les plus importants de cet arc. En gros, dans l'Underworld, il y a ce qu'on appelle les tables des interdits, comme j'ai pu le citer tout à l'heure. Et cette table, elle régit la vie sociale des habitants du monde des humains. En gros, c'est comme les droits, les lois, etc. Et depuis le début de la création de ce monde, cette règle a été appliquée à la perfection. En effet, rares sont les personnes qui l'ont transgressé. À vrai dire, il n'y en a pas à part Alice et Eugeo du coup. Sauf que si la table des interdits est essentielle pour préserver l'ordre, elle peut aussi révéler ses insuffisances lorsqu'elle se trouve face à des abus de pouvoir. Ainsi, les 2 nobles supérieurs à Eugeo et Kirito pouvaient se permettre de faire ce qu'ils voulaient. Et nos protagonistes n'avaient pas le droit d'y interférer. Et la question qui est posée à ce moment-là, c'est si une règle injuste empêche d'agir face à un abus, doit-on vraiment la suivre? Et c'est là que l'Underworld révèle sa vraie nature. Un monde où l'ordre absolu peut devenir une prison et où la véritable justice ne se trouve pas toujours dans les lois établies, mais dans les lois de ceux qui osent les remettre en question. Tout comme dans la vie réelle, certains activistes brisent des normes établies pour lutter contre l'injustice. Geo, lui, a transgressé les interdits pour défendre ce qui lui est cher au prix d'un sacrifice personnel. Kirito, qui l'a aussi suivi dans ce choix-là, a aussi été inscrit dans la liste des transgresseurs. Et donc, pour expier leurs péchés, un chevalier est venu les chercher. Et ce dernier, c'était contre toute attente, Alice.
アリス・シンセシス30です。Jusqu'ici, l'Underworld nous paraissait comme un monde structuré, où chaque individu avait sa place et son rôle. Mais en réalité, cette apparence de stabilité cachait une vérité bien plus sombre. Nos protagonistes, désormais considérés comme des criminels, ont été amenés au cœur du système, la cathédrale centrale. Et c'est là que Kirito va apprendre toute la vérité derrière ce monde idyllique. Les gars, là, je vais vous demander de vous concentrer parce que ça va être chaud à comprendre un peu. Tout d'abord, l'Underworld a été créé par une organisation secrète nommée RAS, qui a à sa tête le représentant du gouvernement japonais, Kikyoka Seijiro, le même qui avait envoyé Kirito dans GGO. Et donc on peut dire qu'il est un peu l'associé de Kirito. Et on apprend que le but de ce monde virtuel est de créer une IA capable de tuer pour pouvoir l'utiliser dans des guerres futures. De plus, l'intérieur de ce monde est régné par un système appelé l'église de l'Axiome, qui a pour but de protéger l'humanité. Et à la tête de ce système se tient Administrator. Bien qu'elle fasse partie du projet de RAS, elle a évolué pour développer sa propre personnalité et ses objectifs dans l'Underworld. Ainsi, Administrator est devenu une entité autonome, avec une volonté et des ambitions qui lui sont propres, détachées de l'influence directe de RAS. Et bien qu'elle soit extrêmement appréciable, elle est en réalité tout le contraire car elle utilise tout son pouvoir uniquement afin de maintenir un contrôle total sur les habitants. Et donc maintenant que je vous ai mis dans le contexte, retournons à l'histoire. Kirito, quand il va entrer dans la cathédrale centrale, il va découvrir plusieurs choses. Pour commencer, Kirito apprend que les chevaliers de l'intégrité, qui étaient censés être des protecteurs, sont en fait des humains à qui elle a effacé leur mémoire pour qu'ils deviennent des soldats obéissants, manipulés par un lavage de cerveau. Alice, l'amie de Joe, est l'exemple vivant de cette manipulation. Elle est désormais une chevalière qui a oublié qui elle était, prête à suivre n'importe quel ordre. Il apprend aussi qu'un jour, qui se rapproche de plus en plus, la séparation entre le monde des humains et des monstres s'annulera totalement. Et pour faire face à ces derniers, tous les soldats puissants seront absolument nécessaires, sauf que Administrator elle a effacé toutes les personnes puissantes de ce monde qui n'étaient pas sous son contrôle, réduisant ainsi dramatiquement sa puissance de frappe et se rendant ainsi très vulnérable contre les millions de monstres qui nous attendent. Un autre point aussi de ce monde, c'est que la table des interdits, comme on l'a vu plus tôt, elle est là pour tester jusqu'où un humain peut être conditionné à accepter des règles parfois discutables sans résister. Et donc vous aurez compris que le réel but derrière tout ça, c'est de trouver qui sera cet humain, ou du moins cette IA, capable de transgresser ces règles interdites. Et c'est donc après toutes ces révélations que tout va s'accélérer. La nouvelle mission ne sera plus seulement de sauver Alice, mais l'Underworld. Et pour ça, il faudra se battre contre Administrator et aussi dissuader Kyoka d'utiliser les IA comme de simples outils de guerre. Et donc, après tout ce qu'ils ont appris dans la cathédrale grâce à Cardinal, une IA avancée créée pour contrer Administrator et maintenir l'équilibre de l'Underworld, Kirito et Eugeo ne vont plus être les mêmes. À présent, plus question d'obéir aveuglément aux règles, plus question de fermer les yeux face à l'injustice. Ils savent maintenant que l'église de l'Axiome n'est qu'un mensonge, et au sommet de cette immense cathédrale se cache sûrement Alice, mais surtout Administrator, leur véritable ennemi. Cependant, pour y parvenir, un long chemin va les attendre. Dès les premiers étages, ils vont croiser Eldris Synthesis 31, un chevalier puissant utilisant un fouet d'énergie comme arme. Mais durant le combat, des souvenirs qui lui avaient été retirés vont refaire surface en lui, et dans ce moment de faiblesse, il sera alors vaincu. Puis, au fur et à mesure de l'ascension, ils vont affronter des chevaliers de plus en plus puissants. Et après les avoir tous vaincus, suite à des combats acharnés, des stratégies de survie et des doutes, ils vont finalement arriver jusqu'à Alice. Ici, Kirito lui fera comprendre qu'elle a été manipulée depuis le début, qu'elle n'est pas un chevalier divin comme elle le pensait, mais en réalité une humaine tout comme lui et Eugeo. Alice, le croyant grâce aux brides de souvenirs qu'elle a, va alors jurer de combattre Administrator, et ainsi elle perdra son œil pour la même raison que Eugeo. Attendez les gars, je vais vous expliquer dans quelques moments. Et donc, après quelques batailles de plus, ils se sont finalement retrouvés au sommet, avec face à eux l'ennemi ultime, Administrator. Et là, rien ne va se passer comme prévu. Déjà pour commencer, Administrator elle est vraiment forte, mais en mode, elle est beaucoup plus forte que ce que l'on pensait. À tel point qu'elle va battre nos protagonistes très facilement grâce à une arme ultime qu'elle a créée sous le nom de Sword Golem. Une abomination qui a été faite en fusionnant 300 puissants humains. Ils vont cependant être soignés par Cardinal qui tentera elle aussi de battre Administrator mais se fera tuer. Et donc, après un combat acharné, Eugeo va trouver une solution qui sera de fusionner avec son épée et de se jeter sur Administrator. Bon, la technique elle laisse un peu à désirer mais on prend, allez on prend. Grâce à ça, il réussira à la blesser énormément afin que Kirito puisse la tuer. Mais ce ne sera pas sans conséquence. Car en effet, à l'issue de ce combat, Eugeo va perdre la vie. Et derrière cette mort, il y a en fait une réelle tragédie. Parce que de base, Eugeo n'était qu'un programme, une IA créée dans un monde artificiel. Et donc aux yeux des développeurs, c'était qu'un PNJ parmi tant d'autres.
un personnage destiné à suivre un script. Mais comme on a pu le voir jusque-là, pour Kirito, c'était bien plus que ça. Il a ri avec lui, il pleurait avec lui, combattu à ses côtés pendant 2 années. Beaucoup plus qu'avec la petite guilde dans Lankrad. Ainsi pour lui, Joe n'était pas qu'un simple code informatique. C'était un véritable frère qui a maintenant disparu pour la fille qu'il aimait et pour lui. Et cette mort, elle est vraiment importante, car elle prouve que même dans les mondes virtuels, des liens extrêmement profonds peuvent se construire. De ce fait, la frontière entre le réel et l'artificiel est à ce moment-là brisée, et ce pour de bon. C'est donc ainsi que l'arc Alicization va se terminer, ou pas. Car il y aura par la suite l'arc Alicization War of Underworld. Et bon, cet arc il est vraiment bien, mais beaucoup moins quand il est comparé à sa première partie. En gros, dans cet arc on va beaucoup se concentrer sur ce qu'il se passe en dehors du jeu. On va apprendre que l'Underworld a été saboté par les États-Unis parce que ces derniers ne veulent pas que le Japon ait en leur possession une technologie aussi puissante que les Floodlights. D'ailleurs, ce sabotage c'est la raison pour laquelle Eugeo et Alice ont perdu leur œil lorsqu'ils ont transgressé les tables interdites. Le but était en fait d'empêcher la naissance d'une IA capable de transgresser les lois, et ce, en leur insufflant une douleur inouïe qui les empêcherait de passer à l'acte. De plus, dans cet arc, des forces spéciales des États-Unis vont s'infiltrer dans la base navale de Race avant de pirater le jeu en y entrant et en faisant entrer des millions d'autres personnes sous prétexte que leur propre jeu a été attaqué par les Japonais. Et donc, une guerre en plus de celle qui était déjà prévue dans l'Underworld va éclater. Celle-ci opposera les quelques Floodlights à des millions de vrais joueurs désinformés qui auront pour seul but de tuer tout ce qui bouge. Et bref, c'est trop long à expliquer, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'à la fin de cet arc, Kirito, Asuna, Shinon, Laifa ainsi que tous ceux qu'on a pu rencontrer dans cet animé vont sauver l'Underworld. Et Alice, le sujet principal de ce projet, va être transféré dans le monde réel. Et ce, pas en tant qu'outil de guerre, mais plutôt en tant que la première IA à exister dans le monde humain et à coexister avec ces derniers. Et c'est donc ainsi que va définitivement se terminer Sword Art Online, ou du moins l'animé. Le titre de la vidéo, ce sera sûrement l'animé détesté qu'il fallait absolument terminer. Mais pour expliquer en quelques mots pourquoi il fallait absolument terminer Sword Art Online, je vais faire simple. J'ai remarqué que beaucoup de personnes pensent que Sword Art Online, c'était surtout Lankrad. Et qu'à la fin de cet arc, cet animé n'avait plus aucun sens car il perdait toute sa valeur. Mais ce que j'ai voulu vous faire comprendre à travers cette vidéo, c'est qu'en réalité, cet arc n'était que l'ouverture d'un immense projet. Chaque arc suivant a permis d'explorer davantage l'idée fondatrice de Kayaba et Kirito, un monde où le virtuel et le réel ne font plus qu'un. Et comme vous l'aurez compris, l'arc Alicization en est l'aboutissement. Tout part du rêve d'un homme, un rêve partagé par Kirito, repousser les limites du virtuel jusqu'à la rendre aussi tangible que le monde réel. Et grâce à Alice, ce rêve a pu devenir une réalité. Et il a ouvert la porte à un futur encore plus grand. Un futur où certaines des plus grandes relations naîtront peut-être dans les mondes virtuels, où certains auront le droit à une seconde chance pour briller, où les IA ne seront plus de simples lignes de code, mais des êtres ou plutôt des humains capables de ressentir, de penser, d'évoluer et de se rapprocher toujours plus de nous.